un tracteur bleu abandonné par des soldats Wading-Sambo britanniques en pleine débâcle de 1940, récupéré par un simple fermier français qui l'a fait rouler au bois faute d'essence. 10 tracteurs Ford du modèle né pour nourrir l'Angleterre en pleine guerre mondiale jusqu'au dernier, avant que la marque ne disparaisse au profit de l'italien Fiat. Le dernier de cette liste vous dira ce que sont devenus ces bleus en France. Restez jusqu'au bout, bienvenue sur Tragrock. Dearborn, Michigan, 1915. Henry Ford s'associe à son fils Edsel pour créer une société baptisée Henry Ford Son et en fait sortir le tout premier prototype de tracteur, le modèle F, à peine quelques années après le lancement fulgurant de la Ford T, qui avait déjà fait du nom Ford une référence mondiale de l'industrie automobile naissante. Mais alors que Henry Ford s'apprête à commercialiser cette machine sous son propre nom de famille, un concurrent peu scrupuleux a déjà déposé aux États-Unis la marque Ford pour les tracteurs agricoles, espérant sans doute profiter commercialement de la notoriété déjà immense acquise par la Ford T quelques années plus tôt. Contraint de contourner ce dépôt frauduleux, Henry Ford baptise finalement sa machine Fordson, littéralement Ford et fils. La Première Guerre mondiale, qui ravage l'Europe depuis 1914, va transformer cette petite entreprise familiale en acteur stratégique de premier plan pour l'effort de guerre allié. Le Royaume-Uni, importateur net de nourriture, cherche désespérément à étendre sa propre production agricole pour compenser les pertes massives causées par les sous-marins allemands sur les routes maritimes de l'Atlantique, où chaque cargo coulé représentait autant de nourriture qui n'arriverait jamais sur les tables britanniques. En 1917, le ministère britannique des munitions sélectionne précisément le Fordson, à la fois pour l'importer directement des États-Unis et pour le fabriquer sur le sol britannique lui-même, jugeant la production locale plus sûre qu'une traversée transatlantique risquant de finir au fond de l'océan, victime des torpilles allemandes qui rôdaient sans relâche dans ces eaux dangereuses. Le tracteur Fordson innove aussi sur le plan purement mécanique. Contrairement aux machines agricoles de l'époque, il ne possède aucun châssis séparé. Ses organes principaux sont directement fixés sur le bloc moteur lui-même, qui devient porteur, exactement comme sur une voiture de course, une solution technique aussi élégante qu'économique à produire en très grande série. Cette architecture, pensée pour simplifier au maximum la fabrication en série, définit à elle seule l'allure générale de tous les tracteurs modernes qui suivront pendant le siècle suivant, bien après que la marque Fordson elle-même ait disparu des mémoires collectives. Grâce à cette production de masse optimisée, le Fordson se vend à peine 400 $ pièce, un prix imbattable qui permet à Ford d'écouler 70 000 exemplaires dès 1919 à une vitesse de production que ses concurrents directs ne pouvaient tout simplement pas égaler avec des méthodes de fabrication plus artisanales, encore largement héritées des ateliers du 19e siècle. La production s'étend même jusqu'à Cork, en Irlande, entre 1919 et 1922, avant de se concentrer définitivement sur le sol britannique à partir de 1928, où le nom Fordson restera associé aux tracteurs de la marque jusqu'en 1964. Dites-moi en commentaire, de quelle région de France nous regardez-vous? Condévraud, dans la Marne, septembre 1939. La Royal Air Force installe sur ce terrain d'aviation français une force aérienne avancée, l'Advanced Air Striking Force, chargée de soutenir les troupes alliées face à l'Allemagne nazie dès les premiers jours du conflit, dans le cadre de la coopération militaire franco-britannique mise en place immédiatement après la déclaration de guerre. Parmi le matériel au sol indispensable à cette base se trouve un tracteur Fordson, peint dans le gris-bleu réglementaire de la Royal Air Force, utilisé pour déplacer les avions sur le tarmac, tirer les chariots à bombes et remorquer les citernes de carburant entre les hangars dispersés sur le terrain. Ce même modèle de tracteur, dérivé du Fordson N, est modifié spécifiquement pour les besoins de la Royal Air Force sous l'appellation RAF type 1938, avait déjà été fabriqué à plus de 31 000 exemplaires en Angleterre entre 1929 et 1945. Sa robustesse mécanique, héritée directement de l'architecture simplifiée imaginée par Henry Ford une génération plus tôt, en faisait un outil de piste idéal pour les escadrons stationnés loin de leur base d'origine, souvent sur des terrains improvisés à la hâte en territoire allié, où l'infrastructure permanente restait encore largement à construire. Sur ce terrain précis de Condévraud, l'escadron numéro 15 est déclaré opérationnel le 12 septembre 1939, équipé de 16 bombardiers légers Fairey Battle, avant d'être remplacé en décembre par l'escadron numéro 114, doté cette fois de bombardiers Bristol Blenheim, deux appareils emblématiques de l'aviation britannique du tout début de la guerre. Le 11 mai 1940, la Luftwaffe bombarde le terrain, détruisant ou mettant hors service l'ensemble des avions de cet escadron, un raid soudain
qui prend totalement au dépourvu le personnel au sol présent ce matin-là sur la base. Le 29 mai, sans plus aucun appareil opérationnel, les Britanniques repartent précipitamment vers l'Angleterre, abandonnant sur place les épaves de leurs avions, mais aussi tout leur matériel roulant, y compris ce tracteur Fordson gris-bleu laissé seul au milieu du chaos de l'Exode. C'est un cultivateur local, Roland Kita, qui récupère la machine à son retour de l'Exode. Faute d'essence, denrée devenue introuvable sous l'occupation allemande, il équipe le tracteur d'un gazogène fonctionnant au bois, une solution technique largement répandue en France durant ces années de pénurie totale, où chaque agriculteur devait faire preuve d'une ingéniosité constante pour continuer à travailler la terre malgré l'absence quasi complète de carburant liquide disponible sur le marché. Ce même Fordson britannique, conçu à l'origine pour porter secours à l'aviation militaire de Sa Majesté, continuera ainsi à labourer les champs de la Marne pendant des années, transformé par la débrouillardise d'un paysan français en simple outil agricole du quotidien. Cette histoire, aussi anecdotique puisse-t-elle paraître, résume à elle seule tout le destin paradoxal de ces tracteurs bleus. Nés pour la guerre ou pour la préparer, ils ont fini, presque tous, par retourner à leur vocation première, labourer la terre qui nourrit les hommes, bien loin des champs de bataille où le hasard de l'histoire les avait un temps égarés. Dagenham, Angleterre, 1945. À peine la Seconde Guerre mondiale terminée, Ford lance depuis son usine britannique de l'Essex un nouveau modèle destiné à moderniser en profondeur l'agriculture d'un pays exsangue après 6 années de conflit total où les champs eux-mêmes avaient souvent souffert du manque d'entretien faute de main-d'œuvre disponible. Le Fordson E27N Major, ce tracteur marque une étape technique décisive dans l'histoire de la marque puisqu'il s'agit du tout premier modèle Ford à recevoir en usine un moteur diesel monté d'origine plutôt qu'un moteur à essence ou au pétrole comme sur la plupart des tracteurs de l'immédiate après-guerre encore en circulation à cette époque. Ce choix technique n'a rien d'anodin dans le contexte britannique de 1945. Le pays sort d'années de rationnement sévère, où chaque litre de carburant était compté et distribué avec parcimonie par les autorités locales, et le diesel offre une consommation nettement plus économique que l'essence pour un travail agricole intensif s'étalant souvent sur 10 ou 12 heures par jour en pleine saison de labour, quand chaque heure de lumière disponible comptait pour rattraper le retard accumulé pendant les années de guerre, alors que les champs britanniques avaient été largement délaissés faute de bras disponibles. Le Major devient rapidement la référence du haut de gamme chez Ford, régulièrement modifié et modernisé au fil des années suivantes, prenant tour à tour les appellations New Major puis Power Major, tandis qu'un modèle plus modeste, le Dexta, viendra compléter l'offre par le bas quelques années plus tard, comme nous le verrons dans le prochain chapitre de cette liste. Toute cette production reste concentrée dans l'usine britannique de Dagenham dans l'Essex, qui deviendra pendant des décennies le cœur industriel de toute la production Fordson puis Ford en Europe, employant à son apogée plusieurs milliers d'ouvriers spécialisés dans le montage de ces tracteurs, dans un complexe industriel qui s'étendait sur plusieurs hectares le long de la Tamise. Cette centralisation permet à la marque de maintenir une cohérence technique remarquable entre ses différents modèles, facilitant l'entretien et la disponibilité des pièces détachées pour des milliers d'agriculteurs à travers tout le continent européen, y compris en France, où ces tracteurs commencent à arriver en nombre croissant dès la fin des années 1940. Le succès de ce Major et de ses évolutions directes pose les bases de toute la stratégie commerciale que Ford déploiera dans les 2 décennies suivantes. Proposer une gamme structurée en 2 niveaux de puissance bien distincts, un haut de gamme robuste pour les grandes exploitations céréalières et un modèle plus abordable pour les fermes de taille moyenne, une segmentation qui deviendra la marque de fabrique de Ford face à une concurrence de plus en plus dense sur le marché européen du machinisme agricole, où Massey Ferguson, International Harvester et bientôt Renault se disputaient déjà les mêmes clients, chacun cherchant à convaincre l'agriculteur que sa propre gamme répondait le mieux à ses besoins réels. Dagenham, Angleterre, 1957, Ford complète sa gamme par le bas avec le Dexta, un tracteur pensé spécifiquement pour les petites et moyennes exploitations, positionné en concurrent direct du Massey Ferguson 35, alors solidement installé sur ce segment de marché avec un réseau de concessionnaires déjà bien implanté à travers toute l'Europe occidentale, de l'Écosse jusqu'au sud de l'Italie. Esthétiquement et techniquement, ce nouveau modèle se rapproche beaucoup du Forden fabriqué aux États-Unis, mais ses ingénieurs l'ont volontairement conçu différemment sur certains points précis, afin d'éviter tout soupçon de contrefaçon des brevets protégeant déjà cette machine américaine, un risque juridique que Ford ne pouvait tout simplement pas se permettre de courir. En France, ce tracteur ne conserve d'ailleurs pas son nom d'origine. Il est commercialisé un temps sous l'appellation Fordson Messor,
une adaptation commerciale destinée à mieux résonner auprès du public agricole hexagonal avant que le nom Dexta ne s'impose finalement aussi sur le marché français quelques années plus tard, une fois la notoriété du modèle solidement établie dans les campagnes du pays. Cette pratique de renommage local, déjà observée chez d'autres constructeurs internationaux vendant en France à la même époque, montre à quel point chaque marque cherchait à ajuster finement son image selon le pays visé. Le Dexta occupe ainsi une place bien précise dans la stratégie de gamme de Ford. Pendant que le Major et ses évolutions visent les grandes exploitations céréalières, le Dexta séduit les petits et moyens agriculteurs qui n'ont ni le budget ni le besoin réel d'une machine surdimensionnée pour leurs quelques hectares de polyculture ou d'élevage familial, souvent transmis de génération en génération sans jamais chercher à s'agrandir démesurément. Cette segmentation claire entre deux gammes de puissance permet à Ford de couvrir l'essentiel du marché européen sans jamais avoir à sacrifier la cohérence technique de sa production, un équilibre commercial que peu de constructeurs concurrents parvenaient à maintenir aussi durablement. Sur le plan technique, le Dexta standard reçoit un moteur 3 cylindres d'une cylindrée de 2,36 litres avec un taux de compression de 16,5 pour 1, offrant 8 rapports avant et 2 rapports arrière, chaussé de pneus arrière de type 11 par 28 pouces, des caractéristiques modestes mais parfaitement adaptées aux besoins réels d'une petite exploitation familiale de l'époque. Le Dexta connaît un succès suffisant pour rester en production pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'un modèle amélioré vienne le remplacer au début des années 1960, preuve que Ford avait visé juste en identifiant ce segment de puissance intermédiaire comme un axe de développement commercial durable pour toute la décennie à venir, une décennie qui allait d'ailleurs voir la marque considérablement renforcer sa présence sur l'ensemble du marché européen. Dagenham, Angleterre, 1960. Ford lance le Supermajor, une version profondément améliorée du Major historique destinée à répondre à une concurrence de plus en plus vive sur le segment des tracteurs de forte puissance, où Massey Ferguson et International Harvester grignotaient chaque année davantage de parts de marché en Europe continentale comme sur les îles britanniques elles-mêmes, forçant Ford à réagir rapidement sous peine de perdre durablement sa position de leader historique. Au plus fort de sa production, cette machine sort des chaînes de montage britanniques à un rythme impressionnant de plus de 350 exemplaires par jour, un volume qui place Ford parmi les constructeurs les plus productifs de toute l'industrie agricole européenne de cette période charnière, à une époque où la mécanisation agricole progressait à un rythme sans précédent dans toute l'Europe occidentale. Ce succès industriel dépasse d'ailleurs largement les frontières du Royaume-Uni et de l'Europe continentale. À partir de 1962, ce même tracteur traverse l'Atlantique pour être commercialisé aux États-Unis sous une appellation entièrement différente, le Ford 5000D, une pratique commerciale qui permettait à Ford de vendre essentiellement la même machine sous 2 identités distinctes selon le continent visé. Ce choix de renommer la machine selon le marché visé, déjà observé avec le Dexta rebaptisé Messer en France quelques années plus tôt, confirme que Ford maîtrisait parfaitement l'art d'adapter son offre commerciale à chaque culture de vente locale, sans jamais toucher à la mécanique éprouvée qui faisait tout le succès de ces machines auprès des agriculteurs les plus exigeants. Mais cette réussite commerciale s'accompagne aussi d'une décision stratégique majeure prise au siège de la marque, unifier enfin toute la gamme mondiale sous un seul et même nom, mettant fin à des décennies de coexistence entre appellations britanniques et américaines pour des machines pourtant très proches mécaniquement, une complexité commerciale qui compliquait inutilement la communication de la marque à l'échelle internationale. Après près d'un demi-siècle d'existence, la marque Fordzone, créée en pleine Première Guerre mondiale pour répondre à l'urgence alimentaire britannique, disparaît définitivement en 1964. Tous les tracteurs, qu'ils sortent des usines britanniques ou américaines, deviennent alors simplement des Ford sans plus aucune distinction de marque entre les deux continents. La production du Supermajor s'arrête précisément à ce moment charnière, clôturant ainsi l'histoire de la marque Fordson sur son modèle le plus puissant et le plus productif, juste avant qu'une toute nouvelle génération de tracteurs, pensée cette fois comme une gamme mondiale unique dès le départ, ne prenne le relais dans les mois qui suivent, une transition que nous détaillerons justement dans un prochain chapitre de cette même liste. Dagenham, Angleterre, juillet 1962. Le Fordson Super Dexta remplace le Dexta d'origine sur le segment des tracteurs de 40 chevaux, apportant avec lui plusieurs améliorations techniques significatives, un moteur plus puissant, une silhouette légèrement retravaillée et surtout un relevage arrière directement inspiré de celui des tracteurs Massey Ferguson, alors considéré comme une référence en matière d'attelage 3 points sur l'ensemble du marché européen du machinisme agricole, où chaque constructeur cherchait à copier les meilleures idées de ses concurrents directs.
Cette machine intègre également un blocage de différentiel, permettant de conserver de la motricité même lorsqu'une roue perd complètement l'adhérence dans un sol détrempé ou en pente raide, ainsi qu'une prise de force tournant à 540 tours par minute, un standard qui deviendra la norme dans toute l'industrie du machinisme agricole pour les décennies suivantes, adopté par la quasi-totalité des constructeurs concurrents dans les années qui suivirent ce lancement britannique. Techniquement, le Super Dexta se distingue du Dexta d'origine par un moteur 3 cylindres légèrement réalisé, passant d'un alésage de 88,9 mm à 91,44 mm, portant la cylindrée totale de 2,36 litres à 2,5 litres, avec un taux de compression relevé à 17,4 pour 1, des modifications qui, cumulées, apportaient un gain de puissance sensible sans pour autant bouleverser l'architecture générale déjà bien connue des mécaniciens agricoles. La production de ce modèle s'arrête cependant en 1964, exactement au moment où Ford abandonne définitivement la marque Fordson au profit d'une identité commerciale unique et mondiale, décision prise au plus haut niveau de la direction pour simplifier la communication commerciale de la marque à travers tous les continents où elle était déjà présente. Le Super Dexta devient ainsi, avec le Supermajor évoqué juste avant dans cette liste, l'un des tout derniers tracteurs à porter fièrement ce nom historique, créé presque un demi-siècle plus tôt pour répondre à l'urgence alimentaire d'un Royaume-Uni assiégé par les sous-marins allemands en pleine Première Guerre mondiale. Cette double disparition, celle du Supermajor en haut de gamme et celle du Super Dexta en entrée de gamme, marque symboliquement la fin d'une époque entière pour la marque, celle où l'Angleterre, à travers Dagenham, dictait seule le rythme et l'identité visuelle de tous les tracteurs Ford vendus dans le monde entier, avant qu'une approche véritablement mondiale et unifiée ne prenne le relais dès l'année suivante, redistribuant du même coup les responsabilités entre les différentes usines de la marque à travers le monde. Château d'Artigny, près de Tours, fin 1964. Dans le salon 18e siècle de ce château de la vallée de la Loire, Ford convie la presse agricole française pour un événement soigneusement mis en scène, la présentation officielle de sa toute nouvelle gamme mondiale de tracteurs, celle qui va définitivement remplacer la défunte marque Fordson évoquée dans les chapitres précédents de cette même liste, dans un cadre historique choisi précisément pour marquer les esprits des journalistes présents ce jour-là. Chacun attend avec impatience 7 minutes où, une fois les côtés de la caisse d'emballage venue d'Angleterre enlevés, apparaît enfin la nouvelle machine, le 3000, ou plus précisément ce que la presse surnomme déjà le Super Dexta 3000. Ce tracteur moderne, exposé dans un décor d'un tout autre siècle, ne détonne pourtant pas autant qu'on pourrait le croire face à ce cadre historique somptueux. Il conserve un air de famille évident avec ses prédécesseurs Fordson, même couleur bleue dominante, même sobriété générale du moteur, même carters unis d'un seul tenant, de la calandre avant jusqu'à la face arrière du pont, formant un ensemble visuellement cohérent que les agriculteurs français reconnaissaient immédiatement, même sans lire le nouveau nom inscrit sur le capot. Seul le capot, plus enveloppant et légèrement allongé, trahit une ligne plus moderne, plus trapue, en phase avec les tendances esthétiques du milieu des années 1960 qui privilégient des formes plus arrondies et plus massives. Un certain M. Héral, responsable de la présentation pour Ford, insiste particulièrement sur la standardisation industrielle poussée de cette nouvelle gamme. Ford revendique alors une production annuelle dépassant 130 000 tracteurs à l'échelle mondiale, dont plus de 55% des pièces sont communes et interchangeables d'un modèle à l'autre, un argument commercial de poids face à des agriculteurs soucieux de la disponibilité future des pièces détachées dans les années à venir, bien après l'achat initial de leur propre machine. 4 modèles principaux composent cette nouvelle offensive commerciale. Le Dexta 2000, le Super Dexta 3000, le Major 4000 et le Super Major 5000, une numérotation entièrement nouvelle qui remplace définitivement les anciens noms Fordson, jugés trop datés pour une gamme se voulant résolument moderne et internationale, capable de s'exporter aussi bien en Amérique du Nord qu'en Australie ou en Afrique du Sud sans jamais heurter les sensibilités locales. Le 2000, le 3000 et le 5000 arrivent sur le marché français dès le début de 1965, tandis que le 4000 et plusieurs versions spéciales, dont un modèle vigneron et 3 spécialement étudiés pour les vignobles français, doivent attendre le salon de la machine agricole suivant, la charge de production des nouvelles chaînes d'assemblage anglaises ne permettant pas encore de tout livrer simultanément sur tous les marchés européens visés par ce lancement d'envergure mondiale, où chaque pays réclamait déjà sa propre part de la production disponible.
France, 1965. Le Ford 4000, retardé de quelques mois par rapport à ses frères de gamme évoqués dans le chapitre précédent, arrive enfin sur le marché français au moment du grand salon annuel de la machine agricole, événement incontournable pour tout constructeur souhaitant toucher directement les agriculteurs français les plus influents et les plus prescripteurs auprès de leurs voisins et confrères de la même région. Ce modèle occupe la position intermédiaire de la nouvelle gamme mondiale Ford, entre le 3000 plus modeste et le 5000 destiné aux plus grandes exploitations céréalières du pays. Ce qui distingue particulièrement le lancement français de ce modèle, c'est l'apparition d'une version spécifiquement pensée pour un terrain que les tracteurs standards, trop larges, ne pouvaient tout simplement pas emprunter, le vigneron étroit. La France reste en effet, au milieu des années 1960, l'un des tout premiers pays viticoles du monde, avec des rangs de vignes parfois si resserrés qu'un tracteur classique s'y trouvait purement et simplement bloqué, incapable de circuler entre deux ceps sans les arracher au passage et détruire ainsi une partie de la récolte de l'année, un risque que ne pouvait se permettre aucun viticulteur soucieux de sa production annuelle. Cette adaptation locale illustre parfaitement une réalité que peu d'observateurs étrangers percevaient à l'époque. Vendre des tracteurs en France ne consistait jamais simplement à importer tel quel un modèle britannique ou américain, mais à repenser certains aspects du gabarit et de la carrosserie pour coller aux exigences très spécifiques de l'agriculture française. Entre grandes plaines céréalières du bassin parisien et vignobles étroits de Bourgogne, du Bordelais ou de Champagne, chacune de ces régions imposant ses propres contraintes de largeur de voie et de garde au sol, sans compter les particularités du relief lui-même dans certaines zones vallonnées où même un tracteur étroit devait encore composer avec une pente parfois sévère. Le succès de cette version vigneronne, bien que plus confidentiel en volume que celui des modèles standards vendus par dizaines de milliers d'exemplaires à travers l'Europe entière, confirme la stratégie de Ford consistant à décliner une architecture technique commune en de multiples variantes régionales, une méthode déjà éprouvée avec le renommage du Dexta en Fordson Messor quelques années plus tôt sur ce même marché français, un pays décidément particulièrement exigeant en matière d'adaptation locale du matériel agricole. Cette capacité d'adaptation locale deviendra d'ailleurs, au fil des décennies suivantes, l'une des marques de fabrique les plus durables de la présence commerciale de Ford sur le territoire français. Dagenham, Angleterre, 1975. 11 ans après le lancement de la première gamme mondiale au château d'Artigny, Ford présente une nouvelle génération de tracteurs utilitaires, parmi lesquels deux modèles vont particulièrement marquer les campagnes françaises et européennes. Le 6006 et le 7600, deux machines qui allaient équiper des dizaines de milliers d'exploitations à travers tout le continent pendant près d'une décennie complète. Cette évolution illustre bien le chemin parcouru depuis les débuts modestes du Dexta et du Major. La puissance moyenne proposée par la marque avait presque doublé en une décennie, portée par une demande agricole toujours plus exigeante en termes de rendement et de rapidité de travail au champ. Le 6600 développe 79 chevaux, propulsé par un moteur diesel de 4,2 litres, 4 cylindres, complété quelques années plus tard par une version renforcée à 4,4 litres, baptisée Blue Power Special, disponible jusqu'en 1981 et particulièrement appréciée des utilisateurs les plus exigeants en termes de puissance disponible sous le capot. Ce tracteur offre une transmission à 8 rapports, une prise de force arrière indépendante tournant à 540 ou 1000 tours par minute selon le régime choisi par l'opérateur et un empattement de 223 cm, gage de stabilité pour les travaux de traction les plus exigeants sur des sols difficiles, particulièrement appréciable lors des labours de fin d'automne sur des terres lourdes et détrempées par les premières pluies. Le 7600, plus puissant encore avec ses 91 chevaux nets à la prise de force pour une puissance brute de près de 97 chevaux, complète cette gamme intermédiaire pour les exploitations nécessitant davantage de force de traction sans pour autant basculer vers les tracteurs les plus imposants du catalogue Ford de l'époque, une catégorie encore réservée aux très grandes exploitations céréalières du bassin parisien ou de la Beauce. Les deux modèles partagent une architecture mécanique commune, une pratique de standardisation industrielle que Ford avait déjà mise en avant lors de la présentation du château d'Artigny une décennie plus tôt et qui continuait de faire ses preuves commercialement auprès d'agriculteurs cherchant avant tout la simplicité d'entretien et la disponibilité rapide des pièces détachées. Produits jusqu'au début des années 1980, ces deux tracteurs restent aujourd'hui parmi les Ford les plus couramment croisés dans les fermes françaises, encore en activité ou dans les collections de matériel ancien, symbole tangible d'une époque où la marque bleue rivalisait directement avec les meilleurs constructeurs allemands,
américains et japonais sur l'ensemble du marché européen du machinisme agricole avant que les grandes recompositions industrielles des décennies suivantes ne redistribuent complètement les cartes du secteur, comme nous allons le voir dans le tout dernier chapitre de cette liste. 1987, Ford rachète l'entreprise New Holland, spécialisée notamment dans les moissonneuses-batteuses et le matériel de récolte, formant ainsi une nouvelle entité baptisée Ford New Holland. Les tracteurs continuent cependant de porter le seul nom Ford sur leur capot, sans que cette fusion commerciale ne change quoi que ce soit à l'identité visuelle immédiatement reconnaissable de la marque dans les champs français, où le bleu Ford restait aussi familier que le rouge Massey Ferguson ou le vert John Deere. Mais cette union ne dure finalement que quelques années. En 1991, selon les archives les plus couramment citées par les passionnés de la marque, le groupe Ford revend purement et simplement Ford New Holland au constructeur italien Fiat, mettant fin à une aventure industrielle qui avait pourtant semblé promise à un bel avenir commun quelques années plus tôt seulement. Ce dernier fusionne alors cette acquisition avec sa propre division agricole, Fiat Agri, pour créer une toute nouvelle entité commerciale qui prendra simplement le nom de New Holland, effaçant ainsi, après 74 années d'existence continue depuis la création de la marque Fordson en pleine Première Guerre mondiale, le nom Ford des capots de tracteurs à travers le monde entier. New Holland poursuivra ensuite sa propre expansion en rachetant l'américain Case, donnant naissance au géant industriel que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de CNH, abréviation de Case New Holland, une entreprise qui figure aujourd'hui parmi les plus grands fabricants mondiaux de machinisme agricole, toutes catégories confondues. Le losange bleu Ford, né en pleine Première Guerre mondiale pour répondre à l'urgence alimentaire britannique, aura ainsi traversé 2 guerres mondiales, un tracteur abandonné puis récupéré par un fermier de la Marne, un lancement en grande pompe dans un château de la Loire et près de 8 décennies de présence continue dans les campagnes françaises avant de disparaître discrètement dans les rouages d'une fusion industrielle internationale bien plus vaste que la seule marque elle-même, absorbée peu à peu dans un ensemble corporatif dont peu d'agriculteurs suivaient encore les moindres détails financiers. Aujourd'hui encore, des milliers de ces tracteurs bleus continuent pourtant de rouler en France, entretenus avec passion par des agriculteurs et des collectionneurs qui refusent de voir disparaître ces machines ayant littéralement labouré le pays pendant 3 générations consécutives, de l'immédiat l'après-guerre jusqu'aux années 1990, quand la dernière génération de tracteurs encore vendus sous le nom Ford quittait progressivement les concessions françaises pour de bon. Certains, comme ce fameux Fordson récupéré à Condévraud par le cultivateur Roland Kita, ont même traversé la guerre elle-même avant de finir leur carrière dans un champ français ordinaire, la meilleure preuve que ces tracteurs bleus, quelle que soit leur origine militaire ou industrielle, ont toujours fini par retrouver leur vocation première. Dites-moi en commentaire lequel de ces 10 tracteurs Ford vous a le plus marqué et sur lequel vous aimeriez voir un épisode complet. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche pour ne rien manquer de la suite. 10 tracteurs Ford, du modèle F né en pleine guerre mondiale jusqu'aux 6600 et 7600 qui ont clos l'âge d'or de la marque bleue. Aucun de ces tracteurs n'a été conçu pour finir dans un musée. Chacun devait simplement labourer un champ quelque part entre l'Angleterre et la France. Dites-moi en commentaire quel Ford ou Fordson a marqué votre région. Abonnez-vous à Tragrock pour la suite de ces histoires de mécanique. À bientôt.